Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est une victoire peut-être à laquelle elle ne s'attendait même pas elle-même. Une fondation de la communauté orthodoxe grecque de Constantinople vient de gagner un recours contre l'État turc devant la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Cette fondation se plaignait de l'absence de reconnaissance formelle d'une propriété, de son expropriation par l'administration turque. Elle avait déjà épuisé toutes les voies de recours en Turquie. En 2007, un tribunal turc avait considéré que l'État turc était propriétaire de son terrain. La communauté orthodoxe grecque a donc été expropriée à ce moment-là. Eh bien, c'est le 15 novembre 2022, le 15 novembre dernier, que la CEDH a condamné la Turquie pour violation du droit de cette fondation au respect de ses biens. Alors, pour en parler, pour mieux comprendre cette situation, nous sommes avec Gregor Puping. Bonjour Gregor Puping. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes juriste, docteur en droit et directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, un think tank chrétien conservateur. Et vous avez accompagné notamment cette fondation à la CEDH. C'est exact, oui, tout à fait. Donc, nous sommes une organisation présente à Strasbourg, à CEDH depuis 1998, et ce n'est pas la première fois que nous accompagnons et que nous soutenons des églises, l'église grecque orthodoxe de Constantinople, et notamment le patriarcat. Donc, on a une longue habitude des problèmes de la situation grecque orthodoxe en Turquie. Effectivement, cette affaire est intéressante à comprendre. Voilà, il y a bien sûr une présence historique de la communauté chrétienne en Anatolie. Ça remonte à l'époque de Byzance, à l'époque de Constantinople. Et depuis 100 ans maintenant, depuis 1920, depuis la naissance de la Turquie moderne, eh bien, on assiste à une discrimination systématique assortie de violences régulières, afin d'épuiser les communautés chrétiennes, de les chasser en fait de la Mmh, Turquie. mmh. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques centaines de Grecs orthodoxes euh, en Turquie, à Constantinople, alors que autrefois cette ville était grecque chrétienne. Voilà, donc la Turquie a réussi à éroder. Et cette affaire est emblématique, comme quelques autres qui ont eu lieu aussi précédemment à la Cour européenne, parce qu'elle montre la technique de l'administration turque pour épuiser les minorités chrétiennes. Cette technique, c'est d'abord de les priver de leurs droits. Il faut comprendre que l'Église grecque orthodoxe n'a pas la personnalité juridique en Turquie. Le patriarcat, qui est le chef de cette Église œcuménique, donc ça veut dire les Grecs orthodoxes pour la Turquie, l'Anatolie et au-delà, n'a pas la personnalité juridique. Ils n'ont pas la possibilité, ou n'avaient pas la possibilité d'être propriétaires de biens immobiliers, alors même que ces biens, ils les possèdent, on va dire, depuis 2000 ans. Mmh. Euh, voilà, donc la communauté grecque était importante. Il y Mais, avait mais alors, 200 pardon, 000. justement pour que nos auditeurs comprennent bien cette affaire-là, et après on va revenir sur ce que Ouais. ça symbolise, et notamment sur cette forme de discrimination systématique vis-à-vis de l'orthodoxie et de la chrétienté. Euh, cette fondation, en particulier, plus que d'autres fondations musulmanes, par exemple, n'a pas le droit d'avoir une personnalité juridique. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque musulmane, à l'époque donc de l'Empire ottoman, les chrétiens n'avaient pas le droit, l'Église chrétienne n'a pas le droit d'être propriétaire de biens Hum, immobiliers, hum, fonciers. Donc, il fallait passer par des personnes fictives, donc qui n'existaient pas, ou alors par des membres de la communauté chrétienne qui étaient enregistrés comme propriétaires de telle église, de telle école, de tel hum. hôpital, de tel terrain, de tel cimetière. Lorsque ces personnes mouraient, cela posait des difficultés. Ouais. Voilà. Et ensuite, à la création de l'État moderne turc, il a fallu pour ces églises s'inscrire dans des fondations d'État. D'une certaine manière, c'était déjà perdre une partie du contrôle de ses propres biens immobiliers. L'une des techniques de l'administration turque pour épuiser et exproprier les biens des chrétiens consiste précisément à ne pas vouloir ou à tarder à reconnaître la propriété, à conserver au prétexte de mesures de lenteur administrative, et finalement
dire, voilà, vous n'avez pas de titre de propriété écrit, ce qui est assez évident lorsque vous possédez une église, par exemple, ou un terrain depuis 1500 ans. Vous n'avez pas de titre de propriété écrit, Hmm. donc nous contestons cette propriété, nous vous demandons de le prouver, ce qui évidemment est l'expression d'une mauvaise foi Oui. La charge de la de la part preuve de repose sur. Oui, donc inversement de Oui, la et puis charge de la preuve, de toute oui, façon. et puis quand vous êtes propriétaire d'un terrain depuis ou d'une église depuis Oui. 1500 ans, vous n'avez pas forcément d'acte de propriété, Hmm. mais c'est de l'autorité publique. Bien sûr. D'accord. Alors, on voit un petit peu ce qui s'est passé pour ce cas-là de cette communauté. Donc, vous dites ça fait partie finalement d'un schéma global de discrimination qui se déroule aujourd'hui quotidiennement en fait en Turquie. C'est la façon dont l'administration turque, eh bien, par l'usure, parvient à chasser, à exproprier les minorités chrétiennes en Turquie. Elle l'a fait pour ce terrain. Donc, rappelons-le, c'est un terrain sur lequel il y a une fontaine qui est vénérée, la fontaine Saint-Nicolas à Istanbul, mais elle l'a fait aussi pour d'autres propriétés. Les Turcs étaient très nombreux, enfin, pardon, les chrétiens étaient très nombreux autrefois, ils étaient propriétaires, on va dire, de la ville, bien sûr. Il y a eu l'invasion par la Turquie. Les chrétiens ont conservé pendant des siècles une partie importante de leurs propriétés, et progressivement, donc, ces propriétés sont ainsi érodées. Il y a encore aujourd'hui plusieurs affaires qui sont ouvertes. La fameuse affaire, par exemple, du séminaire grec orthodoxe, qui est aussi à Constantinople, à Istanbul, qui est toujours confisqué par les autorités turques. C'est pas par hasard, c'est parce que les autorités turques ne veulent pas qu'il y ait de formation de nouveaux clergés en Turquie. Donc c'est un dossier qui est important, qui est très sensible pour la communauté grecque orthodoxe d'Anatolie. Il y a eu aussi autrefois l'affaire d'un grand bâtiment d'un orphelinat chrétien qui, de la même manière, avait été mis ainsi dans cette situation de précarité, interdiction, impossibilité pour les chrétiens d'entretenir ce bâtiment. Ce bâtiment a été classé comme un patrimoine de l'UNESCO, comme un bâtiment remarquable. Il est tombé en ruine parce que les Turcs n'ont pas permis l'entretien de ce bâtiment. Et finalement, ils ont fini par le rendre sur décision de la CEDH, mais quasiment un bâtiment en ruine. Donc voilà, c'est malheureusement une réalité permanente, cette façon de faire traîner par l'administration. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à l'Église grecque orthodoxe dans cette affaire, mais ce n'est pas, malheureusement pas suffisant du tout, parce que la Cour a jugé à minima. Hmm. La communauté grecque orthodoxe voulait demander aussi que soit reconnu le fait que elle est systématiquement traitée différemment, discriminée par les autorités turques parce qu'elle est orthodoxe. C'est une réalité évidente puisqu'une communauté d'une religion musulmane peut sans difficulté être propriétaire, n'a pas de difficulté juridique pour fonctionner, et donc elle demandait que la Turquie soit condamnée en raison de son attitude discriminatoire à l'égard des chrétiens, ce que n'a pas fait la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour Oui. européenne des droits de l'homme a jugé à minima et a simplement constaté que les juridictions turques n'avaient pas suffisamment tenu compte des arguments avancés par les chrétiens. Euh, Ce qui est vraiment une façon de juger à minima Oui, et à oui. renvoyer l'affaire aux autorités turques Oui, pour donc, de donc en nouveau fait, on peut se juger. permettre d'être pessimiste sur cette affaire, puisque si c'est renvoyé devant les Oui. autorités turques, devant la cour turque. Exactement. Moi, je suis pessimiste parce que je sais que ça va encore prendre 20 ans. Hmm. Hmm. Et voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Alors, concernant seulement la décision de la CEDH, bon, à minima, mais malgré tout, qui va dans le sens un petit peu, enfin, qui reconnaît en tout cas l'inégalité de traitement vis-à-vis de cette communauté orthodoxe grecque, on peut tout de même s'en féliciter, puisque enfin, il me semble que la dernière fois qu'on avait discuté ensemble, on pouvait aussi, comment dire, critiquer les jugements et une forme de prise de position idéologique de la CEDH qui ne va pas forcément dans ce sens-là. Oui, alors c'est bien sûr, la Cour européenne rend de très nombreux jugements. Donc, tous les jugements ne sont pas mauvais, évidemment, heureusement. Non, je pense que la plupart des jugements rendus par cette Cour sont des jugements assez simples, qui portent sur des questions simples, et qui ne sont pas des questions idéologiques. Et donc, je dirais celle-ci, c'est assez évident que l'Église grecque
est propriétaire de ce terrain, puisque, Mm. comme j'ai dit, elle l'a depuis des siècles. C'est donc évident qu'il fallait condamner la Turquie. Maintenant, ce que je pense toutefois euh, que la Cour aurait dû mieux faire, aurait dû aller plus loin, parce que quand on connaît le fonctionnement de l'administration turque, on sait très bien que c'est malheureusement ça risque encore de durer très longtemps. Toutefois, voilà, non, là, Une s'agissant de la stratégie finalement qui est encore une fois la stratégie voulue par la Turquie, vous l'avez dit, d'érosion, de fatigue. Pour le moment, il ne reste dans cette communauté plus qu'une centaine d'orthodoxes grecs, c'est bien cela. Donc dans 20 ans, combien en Oui, restera-t-il? disons qu'on ne sait pas combien il en reste. On a arrêté de compter depuis maintenant au moins 20 ans. Hmm, Il y a 20 ans, on disait qu'ils n'étaient plus que 3000 hmm, Grecs orthodoxes. Je pense qu'ils sont maintenant encore moins. Et ils possèdent en fait un patrimoine immobilier considérable, qui demeure considérable. Et ça provoque des convoitises, évidemment, hmm, parce que c'est une petite peuple qui émigre beaucoup et qui hmm. peut abandonner derrière elle des bâtiments. Bon, la Turquie est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie peine aussi à être vraiment consciencieuse dans l'exécution des jugements. C'est une chose d'être condamné, c'est autre chose d'exécuter le jugement. Eh oui. Nous allons, nous, le CLJ, suivre de près toute cette phase qu'on appelle d'exécution des jugements pour voir comment la Turquie le respecte, agit, et on va essayer de continuer à soutenir la communauté grecque dans la procédure donc qui va suivre au Conseil de l'Europe. D'accord. Grégor Pupink, je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul au-delà de cette communauté orthodoxe grecque et de cette affaire à Istanbul, puisque finalement c'est toute l'orthodoxie aujourd'hui qui est un petit peu attaquée dans différents pays, dans différents endroits. Alors récemment, et là j'aimerais avoir votre interprétation, c'est le président Zelensky qui a signé le décret, c'était le 2 décembre dernier, visant à l'interdiction de l'église orthodoxe ukrainienne dans un délai de 2 mois. Un décret en fait qui visait, selon lui en tout cas, à se sortir des influences des centres en Fédération de Russie. Mais d'après ce que j'ai compris, d'après les articles de magazines orthodoxes, il s'agirait bien finalement d'une interdiction. Cela équivaudrait à une interdiction de l'Église orthodoxe en Ukraine. Est-ce que vous avez suivi cette affaire? Non, j'ai suivi, oui, la question des églises, des querelles, on va dire, Alors, on a un problème de connexion avec vous, Grégor Pupin, on vous entend très mal, hein. Je précise que vous êtes par Zoom. Ce sont les aléas du direct. Ah, ancienne, il y a plusieurs patriarcats de beaucoup. non, ouais. Grégor Pupin, on ne vous entend plus bien du tout concernant cette question sur la décision, le décret pris par le président Zelensky, président ukrainien évidemment, le 2 décembre dernier visant à l'interdiction de l'Église orthodoxe. Ok, alors je mets le. Oui, on va tenter de vous. Donc, il ressortirait de ce texte que finalement, si cela permet en effet de se sortir de l'influence russe, visiblement cela empêcherait tout simplement le culte orthodoxe d'avoir lieu. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors, on essaye de joindre Grégor Pupink par téléphone Bon, puisque le Zoom ne fonctionne je pas. suis... Voilà, on vous a récupéré. Voilà, je suis de retour. Alors, merci d'être avec nous par téléphone cette fois-ci. Oui, donc je vous demandais ce que vous pensiez de ce décret du président ukrainien le 2 décembre dernier. Bon, alors c'est un décret qui évidemment, sur le principe, n'est pas conforme au droit international, puisque un chef d'État, les autorités civiles n'ont pas à intervenir dans des querelles internes aux églises, au sein des églises. Ces querelles existent depuis maintenant longtemps, puisqu'il y a en Ukraine une église orthodoxe qui est tiraillée entre une loyauté envers Moscou, une loyauté envers Constantinople, et finalement aussi la volonté pour d'autres d'établir une église locale, une église ukrainienne. Et puis il y a aussi la loyauté envers Rome, puisqu'il y a en Ukraine beaucoup d'uniates, c'est-à-dire de chrétiens
catholique d'Orient, qui célèbre avec le rite byzantin. Donc comme l'Ukraine, et on le voit bien, est à la frontière culturelle, et bien cela se répercute aussi sur l'Église. C'est une conséquence d'une faiblesse de l'Église orthodoxe, qui est son caractère national. L'Église orthodoxe est organisée par nation. Une nation qui veut s'affirmer a tendance à vouloir établir sa propre Église nationale, et donc à s'émanciper de Constantinople ou à s'émanciper de Moscou. Et là, c'est le cas de l'Église en Ukraine qui donc veut s'affirmer comme Église nationale contre le patriarcat de Moscou. Voilà, donc je comprends bien que pour Zelensky, qui est dans le même effort d'affirmation nationale et de défense à l'égard de la Russie, il soutient l'Église orthodoxe nouvelle d'Ukraine contre la Russie, qu'il considère comme une église étrangère. Alors c'est évidemment contraire au droit international, mais c'est tout à fait logique dans le contexte d'un conflit entre ces deux, un conflit fratricide entre ces deux peuples orthodoxes, Oui. qui effectivement ont la même origine. Évidemment, mais et puis on comprend très bien la volonté de Zelensky finalement de se séparer de cette influence, de couper l'influence russe jusqu'à l'Église. Malgré tout, il semblerait que cette interdiction aujourd'hui ne permette plus du tout le culte orthodoxe en Ukraine. Finalement, c'est ça qui paraît étonnant. Est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Non, j'ai pas de connaissances suffisantes de la mise en œuvre sur le terrain. Ce que je sais, c'est que les églises sont très divisées, c'est qu'il y a des églises qui sont rattachées aux différents cultes, selon aussi les progressions des troupes de part et d'autre. Les bâtiments peuvent être confiés à l'une ou l'autre, à des prêtres de l'une ou l'autre église, même si c'est la même, si ça reste la même église orthodoxe à la fin. Donc non, je pense pas qu'il y ait d'interdiction générale, mais effectivement le conflit, de la façon dont il tourne aujourd'hui, marquera certainement un rapprochement durable l'affirmation durable de l'Église orthodoxe d'Ukraine, laquelle est déjà en partie reconnue par d'autres Églises orthodoxes à travers le monde, et puis aussi peut-être la question des uniates, ça veut dire du rapprochement des orthodoxes d'Ukraine avec cette tradition romaine, catholique. Oui, c'est ça. Donc on voit un basculement finalement d'influence de l'Est vers l'Ouest, ce qui est finalement une continuation du conflit que l'on peut voir sur la scène ukrainienne aujourd'hui, mais dans le domaine religieux. En fait, c'est propre à l'orthodoxie. J'ai tendance à ajouter malheureusement d'avoir ce caractère national qui fait que ces églises tendent à se diviser. On a observé la même chose. Nous avions aussi agi devant la Cour européenne pour la Bulgarie, où il y avait aussi des tensions internes, une volonté de créer une église bulgare contre le patriarcat de Moscou, parce qu'il y avait cette volonté d'affirmation nationale. C'est quasiment systématique qu'il y ait cette volonté de créer une nouvelle église. Ça va certainement prendre quelques décennies pour qu'elle soit vraiment reconnue. En tout cas, le paysage religieux de l'Ukraine. Et elle est allée jusqu'en procédure jusqu'à devant la CEDH pour cette reconnaissance ? Oui, c'est ça, parce que l'État, la Bulgarie ne voulait pas reconnaître l'existence de cette métropolie de Bessarabie, comme on l'appelait à l'époque. C'était une histoire de résurgence d'une ancienne entité avant le communisme. Et la Cour européenne a condamné la Bulgarie, estimant que l'État n'a pas à prendre position dans des querelles internes au sein des églises, en particulier au sein de l'Église orthodoxe. C'était la même volonté de s'émanciper à l'égard de Moscou et d'affirmer la nation bulgare. Donc c'est une chose malheureusement qui est assez connue dans d'autres pays également. Ce n'est pas du tout étonnant. Alors ensuite, il y a aussi la question pour Zelensky du rôle de l'Église orthodoxe russe comme relais d'influence politique de Moscou. On imagine. On peut se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, au Mont Athos, qui a quand même une belle réputation de caractère pacifique de ces moines, pendant la Première Guerre mondiale, les moines du Mont Athos se battaient entre eux d'un couvent à l'autre, parce que chaque couvent est rattaché à une nation, et lorsque ces nations étaient en guerre, comme par exemple les Grecs et les Bulgares,
ils pouvaient se battre, y compris entre monastères au sein du Mont Athos. Voilà, et l'histoire continue aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégor Pupink, pour cet éclairage. Mais d'après ce que je comprends, finalement, la décision de Zelensky, le décret de Zelensky peut être attaqué à la Sudèche, il pourrait perdre, parce que vous dites sur le droit international, finalement, il n'est pas fondé, même si on peut comprendre cette prise de décision. Disons qu'il perdrait sur les principes, sauf à démontrer que tous les prêtres russes orthodoxes sont des collaborateurs du gouvernement russe. Oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Grégor Pupink. Merci encore. Vous êtes docteur en droit et directeur, surtout, du think tank, le CLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.